De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulle et du pixel. Et non, ce n'est pas Karel, c'est moi qui vais m'occuper de la présentation de cette suite, puisque nous allons passer au sommet des dieux. Déjà, je vais vous rappeler un petit peu tous nos réseaux. Merci de nous suivre sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ou en tout cas de suivre la chaîne. Vous pouvez également suivre notre chaîne YouTube, et également aussi nous suivre en podcast. D'abord avec Tsugi Radio, qui héberge nos émissions en direct, mais également Radio Stockholm où non je me suis trompé là-dessus, mais c'est pas grave. Très belle performance, bravo. Très belle performance. Ouais, non, mais c'est la présentation, c'est vraiment un exercice pour le direct. Voilà, c'est ça. Donc on va passer maintenant au sommet des dieux. Alors du coup, je voudrais faire un rappel, c'est que à la base, c'est Ariane, donc notre chroniqueuse, qui devait s'occuper de cette critique, mais qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres parce qu'elle est tout simplement tombée malade. Donc on embrasse Ariane, mais en tout cas merci pour ta critique qui nous a été d'une grande aide, et on va pouvoir lui rendre honneur puisque c'est Karel qui s'en occupe, puisque toi aussi tu as pu voir le film, mais également Jérémy qui est avec nous. Alors du coup, on rappelle un petit peu tout ce que représente le sommet des dieux. C'est donc l'adaptation cinématographique du manga de Jiro Taniguchi, c'est ça, qui est sorti le 22 septembre 2021 et qui a été réalisé du coup par un animateur français, monsieur Patrick Imbert, et son studio, qui a également réalisé Le Grand Méchant Renard et d'autres contes d'ailleurs, qui est aussi un co-scénariste. Je compte sur toi d'ailleurs, Karel, pour nous donner un peu le pitch de cette œuvre, s'il te plaît. Tout à fait. Alors ce pitch, il s'articule autour de deux hommes alpinistes, mais qui ont un rapport à la montagne un peu différent. On va suivre Makoto Fukamachi, enfin Fukamachi Makoto dans le film, puisque ça se passe au Japon, du coup ils mettent le nom de famille d'abord. Donc on va suivre Fukamachi, qui est un journaliste sportif, qui va croiser le chemin de Habu Joji, qui est un alpiniste. Donc leurs chemins vont se croiser à Katmandou, quand Fukamachi va découvrir que Habu détient un appareil photo qu'il pense être celui qui a appartenu à Georges Mallory. Donc Georges Mallory, c'est un alpiniste qui aurait été le premier à gravir l'Everest, mais on n'en a jamais eu la preuve. Et donc en fait, si on développait la pellicule de cet appareil photo, eh bien ça bouleverserait l'histoire de l'alpinisme. Donc la grande énigme, c'est de savoir si Mallory a atteint le sommet avant de disparaître dans la montagne, parce qu'il n'est jamais redescendu. Et donc Fukamachi va partir dans une grande enquête, justement, pour retrouver Habu et l'appareil photo. Très bien. Alors comme on l'a dit, c'est une adaptation d'un manga qui a maintenant plus de 10 ans, il me semble, je crois, les années 2000, il me semble. 2005, ouais. 2004, ouais, un 2005. Petit peu. Ok, d'accord. Et du coup, on va parler un peu de la question d'abord, avant d'aborder la critique, on va parler un peu de la question de l'adaptation. Qu'est-ce que donne justement cette adaptation d'un manga, donc japonais, en animé par un studio français? Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là, Karel? Et après, je reviendrai sur Jérémy pour avoir son retour là-dessus. Disons que l'enjeu principal, c'est de ramasser une intrigue de 5 tomes assez volumineux. C'est des gros tomes, hein. Le Sommet des Dieux, c'est pas des petits floppies, c'est vraiment des énormes bouquins. 350 pages. Voilà, condensé 5 pavés en 1h30, et pour le coup, donc c'est un enjeu narratif déjà d'écriture, et pour le coup, le film le réussit très bien. Et l'autre enjeu, c'est évidemment de faire adapter une œuvre japonaise par un studio français. Alors, il faut savoir que c'est un producteur qui s'appelle Jean-Charles Ostorero, qui est passionné d'alpinisme, qui est allé voir lui-même Jiro Taniguchi en 2012 pour récupérer les droits d'adaptation du film. Mais Kana n'avait pas les droits, et du coup c'est lui qui a fait toute la démarche pour aller voir Jiro Taniguchi, et Baku Yume Makura, qui est donc l'auteur du livre initial dont Jiro Taniguchi a fait l'adaptation en manga, et les deux ont décidé de lui faire confiance. Donc il y a une vraie démarche de déférence vis-à-vis de l'auteur déjà, et cette déférence se traduit par, s'autoriser une certaine infidélité
une certaine autonomie vis-à-vis de l'écriture. Donc on a un seul fil rouge, on se débarrasse de tout l'accessoire. Donc typiquement, je n'ai lu que le tome 1 du manga, mais tout ce qui a trait au côté un peu polar au début de l'intrigue, c'est évacué. On se focus sur la montagne, la montagne, la montagne. Ça prend également sa forme dans le parti pris d'écriture cinématographique. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire un film qui profite d'une narration de cinéma. Donc on va citer du Citizen Kane par exemple, avec un journaliste qui va enquêter sur un autre personnage, avec du coup des flashbacks qui vont être montrés en montage parallèle, en utilisant un procédé purement cinématographique pour faire avancer l'intrigue à 2 vitesses différentes jusqu'à ce que les 2 personnages se rejoignent et traversent leur grande aventure ensemble. Très bien, du coup on a tous les enjeux de cette adaptation. Jérémy, tu voulais rebondir justement sur cette adaptation et sur les petites remarques que tu pouvais avoir dessus? Ouais, parce que moi j'ai lu le manga après avoir vu le film, et je trouve que l'adaptation est excellente. Justement, on retire tout le côté polar, tout le côté, enfin, on garde vraiment ce côté enquête, mais qui se concentre sur l'histoire d'Abu et essayer de comprendre chronologiquement son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé à là et comment il s'est retrouvé au Népal alors qu'il est japonais, qu'il a grandi là-bas. Et on découvre ça. Et dans le manga, c'est beaucoup plus décousu. On parle d'un thème en particulier et même la narration passe à travers des écriteaux. On part à un narrateur omniscient qui nous raconte l'histoire d'Abu ou alors l'histoire de ce journaliste de façon totalement impartiale. Là, le narrateur, c'est le journaliste. C'est lui qui, à travers ses enquêtes, à travers ses recherches, nous conte l'histoire d'Abu et on développe ça au fur et à mesure. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont intrigues qui sont fusionnées entre elles pour vraiment se concentrer sur 2 points importants. La rivalité entre Abu et un autre alpiniste japonais qui sont inspirés de 2 alpinistes réels, de 2 personnalités dans la vraie vie et dont leurs personnages se sont inspirés. Et aussi, en fait, la quête d'Abu pour de grimper l'Everest en solitaire. Et au final, même toute cette quête sur l'appareil photo, comprendre est-ce que Mallory a vraiment atteint ça, c'est qu'un prétexte en fait. C'est vraiment l'amorce pour comprendre, pour happer le spectateur, pour happer aussi le journaliste dans toute cette enquête. Et ça fonctionne super bien. L'histoire devient super fluide. Et justement, tu parlais avec Karel de tous ces petits trucs et astuces cinématographiques pour narrer le récit. Et ça marche incroyablement bien dans le film. Je trouve que toutes les scènes de grimpette ou même les scènes graves où ils sont dans une grande difficulté, ça marche encore mieux dans le film. On a vraiment un grand sentiment de vertige, notamment par les décors, par le cadre qui est exceptionnel. Et voilà. Justement, tu fais bien de... Pardon, vas-y Guillaume. Justement, je voulais vous faire rebondir là-dessus parce que tu dis que c'est une réussite en termes d'adaptation. Mais moi, moi, je connais vraiment très très peu l'œuvre. J'ai vu à peu près 2 planches de manga et vu l'abondance du film. Mais les questions qu'on peut se poser directement, c'est pourquoi avoir adapté tout ça en animation et pas avoir choisi, par exemple, une adaptation en film live, ce qui est plutôt la norme aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé en fait ce choix et qu'est-ce que ça donne tout simplement? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première œuvre de Jiro Taniguchi à avoir été adaptée au cinéma. En France, qui plus est. Parce que Quartier Lointain avait déjà été adapté en film live, en film live par Sam Garbarski, si je dis pas de bêtises, en 2010. Et c'était en live pour le coup et pas du tout en animation. Et pour Le Sommet des Dieux, il y avait du coup un même projet en live aussi, mais Taniguchi tenait à ce que ça se fasse en animation. Et c'est sur ce point-là justement que le producteur, Monsieur Ostorero, a pu avoir justement les droits du film. Donc pour le coup, ce parti pris technique de l'animation, il se ressent partout. Sur déjà la profondeur de l'image, parce que déjà c'est tout simplement une image que tu crées et que tu n'as pas à capter. Donc du coup forcément tu peux te permettre
ce que tu veux avec les décors. Donc tu as des jeux de profondeur, des jeux d'échelle qui sont absolument hallucinants et qui bénéficient vraiment d'un visionnage au cinéma parce que tu vois littéralement un petit point sur l'image se déplacer très lentement dans une immensité avec des jeux de texture que tu ressens réellement. Tu as un vrai grain sur la neige notamment qui est vraiment intéressant. Et ce sans trahir le trait très clair de Taniguchi. On sait que Taniguchi était très apprécié du lectorat franco-belge parce qu'il s'inspirait beaucoup de la ligne claire. Et dans le film, ça prend son illustration par un style assez épuré, assez minimaliste. Si vous avez déjà vu la série Last Man, vous voyez de quoi je parle, vu que ce sont à peu près les mêmes. Oui, complètement. Il y a beaucoup de gens de la série Last Man qui ont travaillé sur le film d'ailleurs. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais pour le coup, ouais, le recours à l'animation est vraiment un énorme avantage pour le film. Et c'est un vrai choix d'Humbert là-dessus. Ça permet d'avoir une vraie sobriété à l'image et de créer du spectaculaire sur la base de cette sobriété en fait. Et petite anecdote par exemple, ils ont réellement fait venir des membres du club alpin français dans leur studio qui se sont suspendus au balcon de leur studio pour leur montrer comment s'exerçait la tension d'une corde en fonction du nœud, etc. Et il y a des scènes justement où un personnage va remonter une corde d'une façon extrêmement originale et on ressent toute la tension de la corde justement parce que t'as un travail de minutie et de précision sur l'animation de chaque micro-mouvement qui est vraiment hyper important et auquel le montage du coup fait honneur. Dernière chose très importante, c'est aussi le fait qu'au fil du film, les dialogues vont s'effacer, ce que Patrick Quimbert appelle la raréfaction de la parole, et ce qui permet du coup à la montagne de prendre toute sa place comme personnage, et surtout au sound designer de prendre toute la place parce que le sound design est absolument incroyable, parce qu'on sait très bien que quand on est à la montagne et qu'on marche dans la neige, le son est un peu étouffé justement, et le film te le fait ressentir d'une façon extrêmement sensorielle. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et alors la musique malheureusement, alors elle est très bonne, mais là, malheureusement il n'y a pas de thème très marquant, mais le sound design la soutient énormément et je vois Jérémy bouillonner là-dessus, donc je vais peut-être te laisser la parole. Jérémy, voilà, le choix de l'animation est très porteur. Tu dis tout en fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que vraiment, moi, l'animation m'a bluffé. On a vraiment les décors, surtout au niveau des couleurs, ces couleurs pastel, très, très douces, qui tranchent totalement avec l'animation extrêmement précise des personnages, de toutes les pratiques. Moi, je pense que tout comme moi, on connaissait rien à l'alpinisme. Et j'y connais toujours rien, mais on est, mais on est vraiment, on comprend vraiment comment est-ce que Abu et tous les alpinistes du film arrivent à grimper, arrivent à s'accrocher, comment ils trouvent leur chemin et comment ils arrivent à survivre dans des zones où personne ne devrait mettre les pieds en fait. C'est assez, et enfin voilà, même on a souvent pas mal aussi des dialogues entre le journaliste et les personnages qui l'interviewent, les personnages qui ont côtoyé Abu. Et je suis très impressionné par l'animation d'élèves, notamment. Tu posais la question de pourquoi ne pas avoir fait ça en live, mais je trouve qu'au contraire, on a tous les avantages du live avec des personnages extrêmement expressifs, extrêmement mobiles, visuels, etc. Mais avec tous les avantages de l'animation, avec des décors qui sont sublimes, des plans qu'on n'aurait jamais pu avoir dans du live, et c'est ce sentiment de profondeur. Quand je parle de vertige, c'est vrai, moi, c'est peut-être parce que j'ai un peu le vertige de temps en temps, mais si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, allez-y. Mais si vous avez le vertige, faites-le regarder sur un petit écran, ce sera peut-être plus supportable pour vous. Il sort en Blu-ray en janvier, hein, donc on va pas attendre très longtemps. Je voulais avoir votre avis sur un truc parce que je vois sur les notes, alors je me sers évidemment des notes de chacun pour pouvoir avoir mon argumentaire, mais je vois que l'adaptation cinématographique du Sommet des Dieux, elle se concentre en fait sur une partie d'histoire qui donc met l'accent sur le côté alpinisme, alors que du coup dans le manga il y a quand même une histoire un petit peu plus sombre à base de bandits, tout ça. Est-ce que justement ça fait partie, c'est un bon choix, et est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent un petit peu quand même dans l'adaptation? Oui, c'est un très bon choix justement. Jérémy, pardon.
Ouais, non, vas-y. Justement, je trouve qu'on va vraiment directement à l'essentiel. Par exemple, rien que dans le premier tome, il y a une grande partie du tome traite de comment le journaliste va récupérer. Enfin, dans le manga, en fait, il achète l'appareil photo un peu par hasard et au final, il va se le faire voler et donc il va devoir enquêter pour trouver qui a volé son appareil photo et il va tomber sur Abu de cette manière. Par contre, dans le film, c'est beaucoup plus efficace. Quelqu'un lui propose l'appareil photo en lui disant hey, tu vois, c'est l'appareil photo de Mallory, et il le base en mode laisse-moi tranquille. Et puis ensuite, il va croiser dans une ruelle sombre Abu, ça va créer un impact très fort. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que tout de suite on se retrouve, mais on se retrouve dans la même tête que le journaliste mais qui est ce type. On est vraiment subjugué, et je trouve que justement on va à chaque fois à l'essentiel sur tout. Et il y a aussi l'aspect, je l'ai dit tout à l'heure, chronologique, où vraiment on comprend mieux la vie d'Abu de façon plus fluide que je trouve dans le manga. Ça, et voilà. Et aussi, là-dessus, ce qui est vraiment, vraiment très fort, c'est que du coup, le fait de recentrer l'enjeu du film sur l'alpinisme, même pour moi, c'est plus subtil que ça, c'est qu'en fait, l'alpinisme n'est qu'une toile de fond pour traiter un enjeu beaucoup plus universel qui est l'obsession. En fait, l'obsession de la réussite, tout simplement. Pour le coup, c'est un objet purement cinématographique, l'obsession. On le voit justement dans Citizen Kane, mais aussi il y a un petit peu aussi d'Apocalypse Now dans la façon dont il va le chercher dans sa cabane et tout. Voilà, c'est une thématique profondément cinématographique et le film l'utilise énormément. Et pour le coup, c'est pas tant la question de l'obsession de la réussite que de comment est-ce qu'on encaisse aussi peut-être un échec. C'est quoi le moteur pour dépasser un échec? C'est quoi le moteur pour lequel on poursuit la réussite? Est-ce qu'une réussite en est une si on n'a pas de témoin pour la prouver? Est-ce que réussir, c'est prouver qu'on réussit? Donc le film pose énormément de questions là-dessus et aborde, je trouve, de façon beaucoup plus subtile que beaucoup d'autres films, justement, la question de la réussite. Et l'alpinisme n'est disons, un champ métaphorique où cette question-là peut s'exercer, peut s'appliquer de façon la plus remarquable, parce qu'il y a quoi de plus évocateur que le sommet d'une montagne, en fait. Et à partir de là... Oui, une allégorie avec le sommet, évidemment, voilà, à atteindre. Il y a une allégorie avec le sommet à atteindre. Le mot Dieu en japonais, ça renvoie plus à une spiritualité immanente et globale, là où en français, on a l'idée d'un dépassement de notre condition pour aller vers quelque chose de transcendant. Mais du coup, cette ambivalence, c'est-à-dire le fait que le film soit franco-japonais, peut-être que ça a joué dans le traitement de cette thématique-là. À quel moment est-ce qu'on quitte les hommes, en fait? À quel moment est-ce qu'on quitte le monde pour basculer dans autre chose? Est-ce que finalement on se perd pas en courant après une réussite sans réellement réfléchir au coût de cette réussite aussi? Et le film, voilà, nous laisse la tête pleine de questions. À la fin, on en sort extrêmement chamboulé et habité par tout ce qu'on a vu. Et rien que pour ça, c'est peut-être pour moi, non seulement, on parle d'une très très belle année pour l'animation 2021, mais c'est clairement l'un des meilleurs films d'animation, ou même l'un des meilleurs films tout court de l'année, à mon sens. Hein. Très clairement. Est-ce que c'est partagé pour toi, Jérémy? Clairement. Surtout au début du film, j'avais les larmes aux yeux sur certains plans qui sont époustouflants, qui sont... Il y a une scène dans le film, et qu'on retrouve dans le manga aussi, où c'est Abu enfant qui se retrouve perdu et qui grimpe une montagne. C'est un peu la première montagne qui gravit. Et on comprend en fait, en voyant ce jeune Abu qui voit pour la première fois un paysage immense, on partage le même ressenti, cette même fascination pour la montagne. Et tout de suite, on rentre dedans, en fait. Tout de suite, on comprend pourquoi est-ce que toute sa vie, qui n'a été honnêtement quasiment que des échecs ou que des semi-victoires, pourquoi il s'accroche, pourquoi il continue, et jusqu'à la fin du film que vous découvrirez. Jusqu'au dénouement, quoi. Jusqu'à dénouement. Évidemment. Je vais te laisser le mot de la fin, du coup, Karel.
Oui, bah, je pense avoir à peu près tout dit. Je tiens quand même à finir sur l'évocation de ce que je disais tout à l'heure, vu égard à Last Man, parce que le film a un style visuel qui s'en rapproche pas mal et a raison, parce qu'on retrouve énormément de storyboarders, de gens qui ont travaillé sur le film, quasiment le noyau créatif du film. Toutes les personnes à responsabilité pour le storyboard, la direction de l'animation clé et le montage viennent de Last Man. Donc ça montre que cette série dont on avait parlé dans l'émission il y a quelques années était plus qu'une simple adaptation. C'était vraiment un manifeste de ce dont l'animation française est capable si elle digère tout un héritage culturel et l'intègre en voulant faire du cinéma. Et réellement, je trouve que ce film est la plus belle prolongation de ce qu'avait amorcé Last Man il y a quelques années. Et ben voilà, je vais quand même citer leurs noms très rapidement, mais Christelle Abgral, Étienne Matera, Christian Desmar, Gaël Thierry, Anne Galvez, Grégoire Munier, Camille Elvis-Terry, aussi Benjamin Massoubre, qui est une brutasse, qui a fait le montage de Calamity, Le Grand Méchant Renard, mais aussi J'ai perdu mon corps, et du coup ce film-là. Donc le mec, il enchaîne quand même les succès en quelques années. Voilà, on a une nouvelle garde de l'animation en France qui peut franchir le pas du cinéma, et du grand cinéma en l'occurrence. Et on est d'autant plus heureux en tout cas de voir que cette culture qui a bouillonné pendant autant de temps et qui s'est battue pour exister peut aujourd'hui donner naissance à des œuvres comme ça qui, à mon avis, vieilliront extrêmement bien. Jérémy, je te laisse le vrai mot de la fin du coup. Ouais, juste une pensée pour Jiro Taniguchi qui, je pense, aurait été très fier de ce film, mais qui aurait été très satisfait, mais qui malheureusement n'aura jamais l'occasion de le voir puisqu'il est décédé il y a 4 ans, en 2017. Mais je pense honnêtement, vraiment, lui c'était sans doute son manga préféré, son œuvre sur laquelle il était le plus attaché. Et je pense que avec ce film, on lui a rendu parfaitement hommage. Très bien. Bah écoutez, ça donne vachement envie, clairement. Je sais pas si vous dans le chat vous êtes hypé, mais moi complètement. On remercie aussi beaucoup, parce que merci à vous, hein, merci Karel et Jérémy, mais on remercie aussi beaucoup Ariane d'avoir amorcé en fait d'abord cette critique et qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres pour cette émission. Merci à toi Ariane, on t'embrasse, on te fait des gros bisous.